La présentation va porter sur les pratiques de coach sportif et le développement positif d'adolescents qui sont issus de milieux défavorisés. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats d'une étude mixte qui a permis de documenter l'expérience du point de vue des jeunes. Je n'ai pas mené cette étude-là seule. Je tiens à souligner l'apport de mon équipe incroyable. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs chercheurs qui sont associés à ce projet-là, notamment de l'Université de Montréal, de l'Université du Québec en Outaouais, de Concordia et également de Sherbrooke. Donc, je tenais à le souligner. Et aussi, c'est un projet qui a été mené en partenariat avec l'organisme Pour 3 points. Si vous ne connaissez pas cet organisme-là, pas de souci, on va y revenir plus tard. Je vais pouvoir vous en parler plus en détail, mais essentiellement, c'est un organisme qui forme des coachs sportifs pour qu'ils deviennent en quelque sorte des stimulateurs du développement des jeunes, en particulier en milieu défavorisé. Je voulais quand même me présenter. Donc, j'ai déjà été très bien présentée par Vanessa, mais je voulais vous parler un peu de mes intérêts de recherche parce que ça va mettre la table pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, mes travaux actuels et je vous dirais mes travaux futurs portent sur le développement positif et l'épanouissement des adolescents. Donc, on parle de jeunes âgés entre 12 et 17 ans, mais aussi à l'âge adulte émergent, donc des jeunes de 18 à 25 ans. Et je m'intéresse au développement positif, particulièrement chez des jeunes qu'on va typiquement percevoir selon une vision déficitaire, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur leurs limites, sur leurs difficultés, sur leurs défis, plutôt que sur leur potentiel de développement. Donc, moi, je m'intéresse justement à leur potentiel de développement. Puis, il y a certains groupes de jeunes en particulier qui m'intéressent, notamment ceux qui sont en situation de défavorisation, les jeunes qui sont issus de l'immigration ou des jeunes qui éprouvent des difficultés au plan scolaire. Et ce qui m'intéresse encore plus, c'est de voir c'est quoi l'apport des adultes significatifs autres que les parents sur le développement positif de ces jeunes-là. Ces adultes-là, on les retrouve dans plein de milieux différents, dans la communauté, dans la famille élargie, à l'école, puis aussi les coachs, donc la présentation d'aujourd'hui, les coachs peuvent jouer le rôle d'adultes significatifs autres que les parents. Pardon. Et on voit ici l'effet magique sur l'épanouissement et le développement positif. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Il y a une vidéo que j'aimerais vous présenter en guise d'introduction. On donne beaucoup d'importance au self-made, mais personne n'est self-made, tu sais. Tout le monde a eu quelqu'un. La personne qui s'occupe d'être le grand frère, d'être le professeur. Somebody who you look up to, somebody who you see as mentor, somebody who can help guide you. Quelqu'un qui comprend, puis la personne qui va t'expliquer un peu comme des valeurs, l'intégrité, puis la résilience. L'éthique de travail, la camaraderie, le respect. Relatability. I mean, I know for myself growing up, you don't see many people with a scarf on. It was in sports, really. Oui, on est une figure d'autorité, mais je vois plus le rôle de coach comme un guide. En grandissant, je me suis rendu compte que les coachs que j'appréciais, c'était ceux qui étaient capables d'avoir un impact plus large que juste sur mon sport. Je ne dis pas qu'il y a un mot pour ça, mais c'est de laisser la personne être qui elle est, puis de respecter ce choix. Ça transcendait le sport, même. C'était comme de donner la confiance à des kids, puis de voir plus loin que toi. C'est pour ça qu'on fait ça, là. Donc, j'ai évoqué le développement positif tout à l'heure. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail parce que c'est un cadre qui est très important dans mes travaux, notamment ceux que je veux vous présenter aujourd'hui. Donc, dans le fond, le développement positif, c'est 6 compétences. Il y en a une qui est cachée, là, je vais la faire apparaître tout à l'heure. 6 compétences qu'un jeune peut développer et qui va faire en sorte qu'il va être mieux en mesure de faire face aux défis de la vie. Donc, on est un peu dans une optique de résilience ici. Et l'adolescence est un âge formidable pour développer ces compétences-là. La première, c'est le caractère, donc tout ce qui touche les valeurs, le sens moral, l'affirmation de soi. Donc, ça, c'est le caractère. Il y a aussi la bienveillance, donc être capable de faire preuve de compassion, d'empathie envers les autres. Il y a la compétence, donc c'est le sentiment d'avoir des capacités dans différents domaines, comme par exemple la réussite éducative, mais aussi
se sentir capable de faire face aux événements stressants qui vont nous arriver dans la vie. Ça fait partie du sentiment de compétence. Il y a la confiance qu'on va souvent définir par l'estime de soi. Et il y a la connexion, c'est la capacité d'établir des relations positives, soit avec notre entourage, on peut penser à l'entourage adulte, mais aussi aux pairs, et également avec les institutions, comme par exemple l'école. Et lorsque les jeunes se développent sur ces 5 compétences-là, ils peuvent développer une 6e compétence qui est la contribution. La contribution, ça veut dire vouloir faire la différence autour de soi, vouloir contribuer à sa communauté. Donc, ça, c'est le cadre de référence que j'utilise dans mes travaux pour rendre compte du développement positif. Puis, il y a de plus en plus de chercheurs qui s'intéressent à l'adolescence comme une période, justement, où est-ce qu'on peut absolument se développer. On est centré sur les forces plutôt que sur les défis qui sont inhérents à cette période-là. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur le développement positif, sachez que le groupe de recherche sur les environnements scolaires dont j'ai le privilège de faire partie, les personnes étudiantes ont développé un dépliant qui décrit en détail le modèle du développement positif ainsi que différentes approches qui viennent favoriser le développement positif dans différents contextes. Il est accessible sur l'adresse que vous voyez à l'écran. Donc, lorsque vous aurez le PowerPoint, vous pourrez tout simplement cliquer dessus pour accéder au document. Donc, puisque les adolescents vont développer ces compétences-là au contact d'expériences, avec des contacts sociaux, mais les activités parascolaires, les activités organisées sont un contexte de prédilection pour développer les compétences du développement positif. Et j'ajouterais que les activités sportives sont un excellent contexte, sont particulièrement intéressantes parce que, évidemment, on connaît les bienfaits pour la santé, autant physique que mentale, de la pratique sportive. Les activités sportives sont aussi très attrayantes pour les jeunes. Et même, il y a des études qui ont montré qu'en milieu défavorisé, c'est encore plus attrayant. Et sans entrer dans les stéréotypes, les activités sportives permettent également de rejoindre les garçons qui sont peut-être moins intéressés par d'autres types d'activités. Par contre, il faut faire très attention parce que les bénéfices des activités sportives sur le développement positif ne sont absolument pas automatiques. Donc, il y a certaines conditions qui doivent être présentes. Notamment, il faut que ce soit des activités structurées. Donc, on ne peut pas simplement mettre des jeunes dans un gymnase, leur lancer des ballons puis leur dire de s'amuser et espérer qu'ils vont se développer positivement. Ça ne marche pas comme ça. Il faut aussi qu'elles soient supervisées. Il faut que les activités soient accessibles, en particulier, évidemment, en milieu défavorisé. Donc, il y a une question de déplacement et de coûts à considérer. Et il faut absolument que ces activités-là soient encadrées par des adultes qui vont chercher activement à stimuler le développement positif. Lorsqu'on a ces ingrédients-là, les bienfaits qui sont acquis dans le cadre de la pratique sportive vont se généraliser en habiletés de vie. On appelle ça life skills, si jamais ça vous intéresse de creuser davantage. Donc, c'est une théorie qui explique comment les jeunes sont capables de prendre les apprentissages qu'ils ont faits dans un contexte et de les généraliser à toute leur vie. Malheureusement, on en sait quand même assez peu sur les pratiques des coachs et le développement positif des jeunes qui sont issus de milieux défavorisés. Il y a assez peu d'études là-dessus, probablement parce que c'est assez difficile à mener. Mais on sait quand même certaines choses. Donc, premièrement, d'accord, pardon pour cette petite hésitation. Donc, premièrement, il y a une grande importance de l'approche orientée vers des buts de maîtrise. Je m'explique. Cette approche-là va faire en sorte qu'on va valoriser davantage les efforts que la victoire. Et ça, c'est très important chez des jeunes issus de milieux défavorisés parce que malheureusement, c'est des jeunes qui ont souvent été confrontés à un sentiment d'incompétence, à un sentiment d'échec dans leur parcours, puis même parfois de rejet. Et ça peut faire en sorte qu'ils ont une faible estime de soi. Donc, c'est d'autant plus important avec ces jeunes-là, puis ça a été démontré dans la littérature, de
valoriser les efforts, puis pas juste se centrer sur la victoire. Puis ça peut sembler évident, mais dans la réalité des équipes sportives, ben, il y a souvent une emphase qui est mise sur la victoire. On veut gagner, on veut compétitionner, c'est normal, mais pour les jeunes issus de milieux défavorisés, si on veut favoriser leur développement positif, il faut faire attention à ça. Le deuxième aspect qui ressort des études actuelles, c'est la grande importance des relations proches et chaleureuses avec le coach. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes issus de milieux défavorisés qui peuvent avoir développé un rapport tendu avec l'autorité et avec les adultes en général. Donc, ils peuvent avoir une perception négative des adultes à cause des tensions qu'ils ont vécues auparavant. Le fait d'avoir une relation chaleureuse, où est-ce qu'on se sent en sécurité avec un adulte, en l'occurrence ici le coach, mais ça peut venir en quelque sorte réparer la relation avec les adultes en général, parce que le jeune devient en mesure de généraliser les compétences qu'il a acquises dans cette relation-là, qui est sécure pour lui, puis il va être plus à l'aise, par exemple, d'interagir avec ses enseignants à l'école. L'autre chose aussi qui ressort lorsqu'on s'attarde à l'importance des relations proches et chaleureuses pour les jeunes en milieu défavorisé, c'est le fait qu'ils ont moins d'opportunités de côtoyer des adultes autres que leurs parents. D'une part, parce qu'ils ont moins accès aux activités pour des raisons socio-économiques, mais aussi parce que leurs parents peuvent vivre plus d'isolement social qui accompagne souvent la pauvreté. Donc, ils ont moins accès à des adultes. Donc, c'est encore plus important qu'avec le coach, la relation soit chaleureuse et proche. Il y a beaucoup de limites, par contre, dans ces études. Donc, la plupart, sauf l'étude de Falcao, dont je vais vous reparler plus tard, sont des études américaines qui ont été menées à Détroit. Donc, c'est un contexte très particulier, très défavorisé, mais différemment défavorisé de ce qu'on peut rencontrer au Québec. Et la plupart de ces études-là sont circonscrites au développement positif, mais dans le sport. Donc, ils ne se sont pas intéressés à comment les jeunes vont aller généraliser leurs acquis en habileté de vie, là, comme on en a parlé tout à l'heure. L'autre chose, c'est qu'on ne sait pas tant que ça comment ces pratiques-là s'actualisent dans le quotidien d'une équipe. Donc, nous, on a voulu répondre en partie humblement à ces limites-là. Donc, on est allé faire une étude en 3 volets. Donc, je vais vous présenter ces 3 volets-là aujourd'hui. Donc, le premier, c'est un volet quantitatif. Donc, je vais vous montrer certaines associations avec des pratiques et des dimensions du développement positif. Il y a aussi des données qualitatives et à la fin, le meilleur pour la fin, évidemment, les données d'un photo voice. Je vous expliquerai, je vous en dirai un peu plus sur cette démarche participative. Donc, le premier volet quantitatif. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour les données quantitatives? Alors, au départ, l'objectif du projet, je dois vous le dire en toute transparence, c'était d'aller valider les effets du programme pour 3 points que j'ai évoqués un peu plus tôt. Hein. On se rappelle que c'est un organisme qui forme des coachs pour qu'ils deviennent des coachs humanistes qui vont favoriser le développement positif des jeunes en milieu défavorisé. Je ne sais pas si vous vous rappelez là, dans quelle situation on était à l'hiver 2022, mais il y a eu une ressurgescence de la COVID, le fameux variant Omicron, qui a fait en sorte que tous les sports ont été arrêtés pour une période indéterminée. Alors, nous, on avait fait un premier temps de mesure à l'automne 2021 avec 152 adolescents, qui est quand même un petit échantillon, mais qui suffisait là, pour faire la validation du programme. Et avec la COVID, on n'a pas vraiment pu faire notre deuxième temps de mesure tel que prévu. Je vous explique tout ça en détail. Je tiens à souligner d'emblée qu'on avait quand même un taux de participation de 71 %, ce qui est quand même un bon taux compte tenu de la population d'intérêt. Donc, à l'hiver 2022, on avait prévu refaire les mêmes mesures pour voir s'il y avait des différences puis comparer notre groupe contrôle. Mais on n'a pas pu faire ça parce que, en fait, les jeunes n'étaient plus exposés à l'hiver à leur coach. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même refait un autre temps de mesure où est-ce qu'on a demandé aux jeunes de réfléchir rétroactivement aux pratiques de leur coach.
Donc, notre échantillon sur lequel on portait les analyses que je vous présente à l'instant, on avait 46 garçons sur 77 adolescents. Plus de la moitié s'identifiait comme faisant partie d'une minorité visible, c'est-à-dire que, ça c'est la définition de Statistique Canada, là, leur peau n'était pas blanche, donc c'est comme ça qu'on définit ce critère-là. Ils avaient en moyenne 14 ans. Le IMSE est un indicateur de milieu socio-économique qui varie entre 1 et 10, et plus on se rapproche de 10, plus on est en milieu défavorisé. Donc ici, la moyenne était de 8, et on avait 12 coachs qui avaient en moyenne 12 ans d'expérience, dont 4 avaient été formés pour 3 points. On a testé pour voir si l'attrition, c'est-à-dire la perte de sujet en cours de route qu'on a eu, traduisait des différences significatives dans les caractéristiques des participants. Ce n'était pas le cas, hormis le fait que ceux qui sont restés au deuxième temps de mesure avaient un statut socio-économique un peu plus élevé, mais quand même de 8, qui est très défavorisé. Donc, on avait quand même un échantillon de jeunes assez défavorisés. Et la nouvelle question qu'on a décidé de se poser, plutôt que d'aller dans une validation de programme, on s'est demandé, mais c'est quoi les pratiques des coachs sportifs qui sont associées soit positivement ou soit négativement au développement positif des adolescents en milieu défavorisé. Une diapo un peu chargée et un peu technique. Je ne m'attarderai pas trop, mais sachez que si vous avez des questions sur les instruments qu'on a utilisés, ça me fera plaisir d'y répondre à la période de questions. Donc, il y a différentes manières de mesurer les pratiques des coachs. On a utilisé le Leadership Scale for Sports, qui rend compte de différents types de comportements. Donc, on a des comportements démocratiques qui visent à inclure les jeunes dans la prise de décision, des comportements autocratiques qui, à l'inverse, empêchent les jeunes de prendre part à la prise de décision, par exemple en refusant de faire des compromis. Il y a la rétroaction positive, et il y a 2 échelles qu'on n'a pas pu utiliser parce que les indicateurs de cohérence des échelles dans notre échantillon ne correspondaient pas aux standards. Donc, on n'a pas pu mettre formation et directive, qui sont en fait tout l'enseignement des techniques sportives, et le soutien social, qui concerne les relations chaleureuses que le coach va établir avec les athlètes. On n'a pas pu en tenir compte, malheureusement. Mais vous allez voir tantôt en qualitatif, on va pouvoir largement couvrir ces aspects-là. Une petite note pour le public chercheur intéressé. Sachez qu'on a agrégé certaines variables pour rendre compte des dynamiques dans les équipes, notamment les échelles de pratique. Donc, on a fait des moyennes par équipe. Mais je fais disparaître ça parce que ça n'intéresse pas tout le monde. Donc, on a regardé des relations avec certains aspects du développement positif comme l'engagement scolaire, le faible recours à la consommation pour gérer son stress, l'estime de soi, la chaleur dans la relation avec les enseignants. On a regardé les enseignants de maths et de français, puis on a fait une moyenne des 2. On a regardé aussi les liens avec le sentiment d'appartenance à l'école. À l'époque où on a fait l'étude, il n'y avait pas d'échelle validée en français qui permettait de rendre compte du développement positif, mais sachez que maintenant, ça existe. Donc, il y a Anne-Sophie Deneau qui a validé sur un échantillon d'adolescents québécois une échelle qui permet de mesurer toutes les dimensions du développement positif. Donc, ça, c'est vraiment un ajout considérable là, à ce champ de recherche. On a contrôlé pour l'âge, le genre, le statut socio-économique, le fait d'être minorité visible ou non, et un score qui rend compte du niveau de prosocialité dans l'équipe parce que, bien évidemment, les pratiques n'auront pas les mêmes retombées selon le niveau de discipline, par exemple, qui est à faire dans l'équipe. Donc, rapidement, les résultats nous indiquent que, en contrôlant pour les aspects que je viens de mentionner, le fait d'avoir des comportements démocratiques, donc de demander l'avis aux jeunes, de les faire participer à la prise de décision, c'est associé à une plus faible consommation pour régler ces problèmes. C'est vraiment intéressant. Puis je suis allée voir dans la littérature, et une des pistes qu'on pourrait évoquer pour expliquer ce résultat-là, c'est que peut-être que le fait de participer à la prise de décision dans un cadre qui est sécuritaire, qui est collectif, avec un adulte qui nous enseigne des stratégies pour prendre des décisions éclairées, pour peser le pour et le contre, ça pourrait peut-être se généraliser à leur vie personnelle et faire en sorte que face à une situation stressante, plutôt que de consommer, qui est une stratégie de coping qui est négative, ben, ils vont avoir développé des meilleures habiletés de
résolution, de prise de décision aussi. Donc, ils vont peut-être moins ressentir le besoin de consommer pour résoudre leurs problèmes. L'autre résultat qui ressort, c'est que lorsque le coach a des comportements autocratiques, c'est-à-dire qu'il laisse peu de place à la participation des jeunes à la prise de décision, qui va refuser de faire des compromis ou qui ne va pas expliquer ses décisions, c'est associé à une plus faible estime de soi. Donc, le peu de place donnée à l'opinion des jeunes dans l'équipe sportive, ça pourrait affecter leur estime de soi ou vice-versa. Peut-être que les jeunes qui ont une plus faible estime de soi perçoivent davantage de comportements autocratiques de leur coach. On ne peut pas vraiment savoir dans quel sens va cette relation-là. Et il y a un lien à faire ici avec la théorie de l'autodétermination que vous connaissez peut-être, qui souligne l'importance, en fait, de sentir qu'on a un certain pouvoir dans les situations, qu'on a une certaine autodétermination. Ça, c'est fortement associé à la motivation, mais aussi à l'estime de soi. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on voit ce résultat-là ici. Il y a un résultat secondaire que je voulais porter à votre attention que je trouvais très intéressant. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on mesurait un score de prosocialité dans l'équipe et on constate que les jeunes qui font partie d'équipes où il y a plus de prosocialité vont rapporter également un sentiment d'appartenance plus élevé envers leur milieu scolaire. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Ça nous donne peut-être des petits indices de généralisation ici, mais à explorer davantage. Mais vous comprendrez que ces résultats-là nous ont quand même laissé sur notre faim et qu'on a voulu creuser davantage pour savoir, d'une part, c'est quoi les bénéfices concrets sur le développement positif pour les jeunes, c'est quoi aussi les pratiques concrètes des coachs qui, du point de vue des jeunes, vont favoriser leur développement positif. Donc, on est allé avec un volet qualitatif. On a pris en fait un sous-échantillon de jeunes parmi les jeunes que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, on a eu 12 jeunes qui se sont portés volontaires en pleine pandémie pour participer à l'étude. Donc, sur ces 12 jeunes, on avait 9 garçons et 10 qui s'identifiaient comme minorité visible. On a fait des entrevues individuelles qui duraient environ 1h30. Les entrevues ont dû être faites en virtuel parce qu'on était vraiment dans une phase très intense de la pandémie. Mais ça s'est quand même très bien déroulé. Le guide d'entrevue qui a permis de mener ces entrevues a été élaboré en collaboration avec Pour 3 points et consistait en 10 questions qui permettaient aux jeunes d'identifier les actions ou les paroles de leur coach qui ont pu aider ou nuire à différents domaines de leur développement positif. Par exemple, on a demandé aux jeunes de quelle manière les paroles ou les actions de ton coach ont-elles aidé ou nui à tes relations avec les autres. On a fait une analyse thématique déductive pour répondre à la première question, c'est-à-dire qu'on a repéré les différentes dimensions du développement positif qui étaient évoquées par les jeunes. Et on a fait une analyse thématique inductive pour répondre à la question numéro 2. Donc, on a vraiment laissé les jeunes s'exprimer spontanément sur les pratiques qu'ils avaient notées ou les paroles de leur coach. Puis, a posteriori, on est allé voir les modèles de coaching, puis on a fait des liens avec tout ça, avec la parole des jeunes. Donc, je vais vous présenter les résultats par dimension du développement positif. Et vous constatez, ça c'est une pratique un petit peu controversée en qualitatif, je le sais bien. J'ai indiqué le nombre de participants qui ont évoqué chaque catégorie. Pourquoi j'ai fait ça? Mais c'était pour faire ressortir les dimensions qui faisaient peut-être plus l'unanimité parmi nos jeunes. Donc, vous allez voir qu'il y a des dimensions qui ont été nommées de façon unanime par tous les jeunes. Donc, c'était l'idée de faire ressortir ça. Donc, au niveau du caractère, les jeunes nous ont dit que grâce à leur coach, ils en sont venus à vouloir s'améliorer. Ils ont appris à travailler fort, que ce soit dans leur sport, que ce soit à l'école. Donc, ils nous ont parlé beaucoup de ça. Ils ont dit qu'ils avaient aussi appris à réfléchir à leurs actions et ils en sont venus à valoriser le respect et l'entraide. Selon eux, ces effets-là se sont produits parce que leur coach parlait de ses propres valeurs, parlait de ses valeurs aussi de respect et d'entraide
servait de modèle en tant que personne et encourageait la participation à la prise de décision. Je vous donne des exemples tirés des extraits là, des entrevues qu'on a faites avec les jeunes. Donc, ce sont des prénoms fictifs, vous l'aurez compris. On a aussi masqué les détails concernant les disciplines sportives pour pas qu'on puisse identifier les jeunes ou les coachs. Donc, il y a Salif qui nous dit que coach a souvent parlé d'engagement. Alors, si tu t'engages dans quelque chose, tu dois rester dedans. Ça m'affecte positivement parce que je me suis engagée dans le sport et je vais rester dans le sport. Ensuite, on a Adjoa qui dit « Coach est une personne droite et franche. Donc, dans ses valeurs, ça se voit que coach aime beaucoup l'honnêteté, bien faire les choses. Ça incite à toujours poser des questions afin de s'améliorer. » Au niveau de la confiance, cette fois, on constate que tous les jeunes, en fait, ont perçu des retombées de leur coach sur leur confiance. Ils nous ont dit que leur coach les avait amenés à croire en leur capacité à résoudre les problèmes, que ce soit les problèmes qui vont se présenter sur le terrain pendant une partie ou les problèmes qu'ils vont rencontrer dans leur vie, par exemple à l'école. Ils ont dit aussi qu'ils se sentaient, grâce à leur coach, moins stressés, moins apeurés, puis qui avaient tendance à plus prendre de risques. Ici, il y a des guillemets à risque parce qu'évidemment, c'est des risques qu'on veut que les jeunes prennent, des bons risques. Comme par exemple, lever sa main en classe quand tu n'es pas complètement sûr de la réponse, mais tu prends une chance. Ou essayer de marquer un but quand tu as une ouverture pendant un match. Et selon les jeunes, ils en sont venus à avoir ces bénéfices-là parce que leur coach leur a enseigné des techniques qui leur ont permis de s'améliorer dans leur sport, mais leur a aussi témoigné de la confiance, de l'appréciation. Leur coach leur a montré qu'ils croyaient en leur potentiel. Leur coach les a aussi incités à essayer des choses, à se dépasser. Encore une fois, je voudrais mettre en valeur la parole des jeunes. Donc, Nestlé, qui a 12 ans, qui dit « Ça m'a donné plus confiance en moi, de ne pas être toujours déstabilisée par une mauvaise nouvelle. Je me perçois comme une bonne personne, plus courageux, plus aller de l'avant que de reculer. J'ai plus confiance en moi, je sais plus m'affirmer. Imaginons qu'il faut choisir des gens, à la place de rester dans mon coin, puis de ne pas prendre une décision, je vais me décider, je vais aller de l'avant, puis essayer d'être choisi ou d'être élu. » Cette citation-là que je m'apprête à vous lire m'avait beaucoup touchée quand je l'avais lue. Donc, au début, au premier match, j'avais peur d'aller marquer, de rater, de la réaction des gens, des spectateurs, des trucs comme ça. Mais maintenant, j'ai moins peur. Quand j'ai une option pour aller scorer, je vais prendre l'option. C'est la même chose dans la vie. Avant, un petit exemple, la prof disait un truc au tableau. Moi, j'avais la petite peur de répondre. Mais maintenant, j'ai plus confiance en moi. Je vais lever ma main, même si j'ai une mauvaise réponse, je vais la dire quand même. Coach est venu me voir et m'a dit que j'avais un talent et qu'il, elle, croyait en moi. Il n'aimait pas juste la façon dont je jouais, mais ma personnalité. J'ai aimé ce compliment parce que ça m'a prouvé que coach croit en moi. Et j'aime ça quand la personne croit en moi, me fait confiance. Pas juste dans le sport, mais partout. On passe à la dimension de la connexion. On voit encore une fois que tous les jeunes qu'on a rencontrés en entrevue avaient quelque chose à dire au sujet de la connexion. Ils ont réussi à tisser, grâce à leur coach, selon eux, des relations positives avec leur entourage et avec certaines institutions. Plus précisément, évidemment, ils ont tissé des relations avec leur coach. Donc, ils disaient qu'ils se sentaient proches de leur coach malgré sa position d'autorité et qu'ils percevaient qu'ils pouvaient lui parler sans être jugés, ce qui est très, très important chez les adolescents. Mais ils ont parlé aussi de leur relation avec leur père. Donc, ils ont dit, mais j'ai développé des trucs pour me faire des nouveaux amis grâce à mon coach. Je sens que je suis plus capable de contribuer à un climat harmonieux dans mon équipe. Ils ne l'ont pas dit dans ces beaux termes-là, mais essentiellement, c'est ce que ça voulait dire. Et ils ont dit aussi qu'ils étaient mieux en mesure de communiquer. Ils ont dit aussi qu'à l'école, ils étaient plus confortables dans leur rapport avec d'autres adultes, notamment les enseignants. Et selon les jeunes, ce qui a fait cette différence-là, c'est que leur coach a eu recours à l'humour pendant les pratiques. Donc ça, c'était nommé très souvent, c'était très significatif aux yeux des jeunes, puis selon eux, ça contribuait à leur développement. Aussi, le coach favorisait la cohésion au sein de l'équipe et en faisait une priorité, au-delà de la victoire, par exemple. Donc,
la cohésion au sein de l'équipe, c'était priorisé en tout temps. Et le coach prenait des nouvelles des jeunes, s'intéressait à eux au-delà du sport, leur donnait du temps individuel. Ça, c'était très important pour les jeunes, pour leur sentiment de connexion. Il y a Biessé qui nous dit « J'ai jamais build vraiment de relation avec les profs. Je vais en cours. Bonjour, je m'assois, j'écoute, là, je ressors. » Coach m'a aidé un peu pour ma relation avec mes profs. La deuxième étape, coach m'a dit « Force-toi, le respect, c'est important. » Je me dis « OK, bon, je vais respecter. Voilà, bonjour, vous allez bien. » Donc là, ça rajoutait quelques petites phrases. Ça donnait un peu de relation avec les profs. Des fois, je pouvais faire des blagues avec les professeurs, comme on fait avec mon coach. Je pouvais venir les voir, disons, sans vraiment une grande gêne. Au niveau de la bienveillance, les jeunes ont affirmé que grâce à leur coach, ils faisaient preuve d'empathie envers les autres, mais aussi envers eux-mêmes. Ça, c'est intéressant. À ma connaissance, ça n'avait pas été documenté dans le développement positif, cette idée d'autocompassion. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Et ils ont dit aussi vouloir aider les autres en les soutenant, en les amenant à s'améliorer. Et selon eux, c'est parce que leurs coachs les ont sensibilisés à réfléchir à comment les autres se sentent et les ont incités activement à apporter du soutien aux autres quand ils en avaient besoin. Donc, Biessé nous dit, grâce à coach, je pourrais dire que j'ai plus de respect pour moi-même et plus d'empathie. C'est-à-dire, quand je faisais des erreurs, je savais plus, moins me les reprocher. Coach voyait que quelqu'un qui a des problèmes, il venait nous dire « Hey, est-ce que tu as remarqué que lui a un problème? » Là, souvent, nous, on voyait que oui. Alors, coach disait, OK, mais qui essaie d'aller faire quelque chose pour lui? Donc là, coach nous poussait vraiment à aller aider les gens, à être des meilleures personnes. Ça nous améliore à voir que lui, il ne se sent pas bien à l'école ou autour des gens. Donc, on peut voir ça, on peut lui dire, ça va, est-ce que tu te sens bien? Donc, il l'exprime vraiment très clairement ici. Et au niveau de la compétence, les jeunes ont remarqué qu'ils ont amélioré leurs compétences en sport. Ça, c'est pas très surprenant, mais aussi à l'école. Donc, selon eux, c'est parce que leur coach prenait le temps de leur enseigner des techniques sportives, de corriger leurs erreurs, de les conseiller sur leur préparation aussi en dehors des périodes de pratique. Donc, il y a beaucoup de coachs qui parlaient des saines habitudes de vie, de la gestion du stress, de la visualisation positive. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de coachs qui valorisent aussi l'école et qui vont même jusqu'à offrir du soutien scolaire. Ce n'est pas un événement isolé. Donc, il y avait plusieurs jeunes qui nous racontaient qu'avant les pratiques, il y avait des périodes d'études avec leur coach et le coach allait même circuler d'un jeune à l'autre pour soit les encourager ou même les aider avec certains problèmes qu'ils rencontraient. Et ça, les jeunes l'ont beaucoup apprécié. Notamment Adjoa qui nous dit « Toute la première étape en maths, j'ai coulé tous mes examens à part un. » Donc, le coach m'a dit « Bon, on va s'asseoir chaque jour après l'école. Chaque travail en maths que tu dois faire, on va le faire. On va le remettre la journée même. » Et là, la deuxième étape, j'ai passé tous mes examens. Donc, ça m'a vraiment aidé. L'effort a augmenté, mais l'appréciation pour l'école, ça va toujours rester la même. Je trouvais ça bien mignon. Et la dernière dimension, qui est celle de la contribution, hein, vous vous rappelez, on l'a évoqué au début, elle va se développer quand les jeunes se sont développés sur les 5 autres compétences. Les jeunes ont rapporté de façon très intéressante, à mon avis, avoir développé une plus grande conscience environnementale et souhaité faire la promotion du sport dans leur communauté. Et je vous dirais que ce résultat-là, à ma connaissance, il est plutôt novateur parce que pour l'instant, la dimension de la contribution n'a pas vraiment été documentée chez les jeunes issus de milieux défavorisés. Selon les jeunes, pourquoi ça s'est produit ça? Bien, parce que leur coach les a encouragés tout simplement à s'impliquer dans leur communauté. Mais vous savez, les coachs, c'est des gens très impliqués, des gens très dévoués. Souvent, ils ont un emploi dans la journée puis ils vont coacher sur leur temps libre. Donc, c'est des modèles en quelque sorte d'implication et les jeunes l'ont bien perçu et l'ont bien nommé. J'aime beaucoup cette citation que je m'apprête à vous lire. Donc, avant, souvent, je ne comprenais pas vraiment quand on parlait de changement climatique et tout ça. C'est quoi ça? Comme on s'en fout. Mais des fois, je laissais juste mes déchets à terre. Puis là, avec coach, on parlait de ça, de bénévolat, de travailler, d'être respectueux, poli, tout ça. Donc, maintenant, des fois, je marche avec un groupe d'amis, puis là, on voit qu'il ouvre sa barre de céréales ou sa barre tendre, si vous préférez, et il laisse son papier par terre.
Là, des fois, je vais dire, yo, t'as laissé ton papier tomber à terre. Fait que là, des fois, je vais juste aller le ramasser, je vais aller le jeter pour lui. Donc, je vais faire des petites actions qui vont améliorer. Alors, en conclusion de ce volet qualitatif, je pense que ce qu'on peut retenir au-delà de tout ce qui a été présenté, c'est que les adolescents en milieu défavorisé, ben, ils sont tout à fait susceptibles de se développer positivement, puis ça, sur toutes les dimensions du développement positif. On a vu aussi qu'ils peuvent tirer profit très activement des opportunités qu'on leur offre. On a vu qu'ils sont capables de généraliser leurs acquis dans les pratiques sportives à leur vie. Ils vont même jusqu'à contribuer, une dimension qui n'a à peu près jamais été documentée pour les jeunes issus de milieux défavorisés. Et je trouve ça important parce que Lerner, qui est le chercheur qui a donné naissance à la théorie du développement positif dont je parle depuis tout à l'heure, voyait le développement positif comme un vecteur de justice sociale. Donc, pour lui, le fait d'amener ces jeunes dans des communautés qui vivent des difficultés à se développer amène un changement de l'intérieur à même les communautés. Donc, on peut penser que ces jeunes-là là, qui ont appris à contribuer, qui commencent à se préoccuper de l'environnement, du bien des autres, peuvent opérer des changements de l'intérieur dans leur communauté et contribuer à peut-être, qui sait, à une meilleure justice sociale. Donc, la contribution ici qui est mise en valeur. J'ai mis ici les pratiques qui ressortent autant du volet quantitatif que qualitatif comme étant significatives du point de vue des jeunes. Vous voyez qu'il y en a une qui est surlignée en vert. Je ne vais pas toutes les relire, évidemment, mais celle qui est surlignée en vert ressortait aussi dans les données quantitatives et qualitatives, qui est le fait d'encourager la participation à la prise de décision au sein de l'équipe. Et toutes ces pratiques-là qui apparaissent ici peuvent se retrouver au sein de grands modèles de coaching qui sont souvent étudiés de manière isolée. Donc, il y a le premier modèle en haut qui est le comportement de leadership dans le sport. Donc, on en a parlé un peu plus tôt, c'est ce qu'on a utilisé pour mesurer quantitativement les pratiques. Il y a le leadership transformationnel. C'est l'idée d'avoir une influence positive, de servir de modèle aux jeunes, de leur donner de l'attention individuelle. Donc, ça, on l'a vu dans le discours des jeunes, c'est ressorti. Il y a l'approche humaniste qui fait référence aux forces, au pouvoir d'agir des jeunes athlètes, le fait de promouvoir la croissance personnelle, d'avoir des relations chaleureuses avec les jeunes, de proposer des objectifs qui vont favoriser leur développement. Et enfin, il y a l'approche centrée sur les buts de maîtrise qui va venir valoriser davantage le processus, les efforts que la victoire. On voit que les pratiques qui semblent être significatives du point de vue des jeunes se situe en fait à la jonction de ces 4 grandes approches de coaching. Donc, ça suggère que plutôt que d'étudier isolément ces approches-là ou d'utiliser une seule de ces approches en coaching, on devrait plutôt combiner les différentes approches pour aller vraiment chercher les forces de chacune, en tout cas du moins quand on est face à des jeunes issus de milieux défavorisés. Le dernier volet que je vais vous présenter rapidement, c'est le volet photo-voix. Donc, qu'est-ce que le photo-voix? Donc, en fait, les mêmes 12 jeunes qu'on a rencontrés en entrevue ont été aussi invités à s'exprimer à l'aide de photos et de textes qui accompagnent ces photos. Le photo-voice ou photo-voix, si vous préférez, c'est une méthodologie visuelle et participative qui vise à donner la parole, la visibilité à des groupes qui ont peu l'occasion de s'exprimer sur la place publique. Ici, on a des jeunes défavorisés, principalement de minorités visibles. Donc, on s'entend tous et toutes pour dire que ce sont un groupe qui a peu l'opportunité de s'exprimer sur la place publique. Donc, il y a une jeune qui a pris cette photo que vous pouvez voir à l'écran et voici la légende qui accompagnait la photo. Notre coach, le titre de la photo, c'est « Grandir du mieux qu'on peut avec ce qu'on a ». Donc, elle nous dit « Notre coach nous a appris un peu à faire le mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait ». On a commencé comme une équipe qui était toute débutante. Chacun avait des niveaux un peu différents, mais pas si bons que ça. Et on a réussi quand même à aller assez loin, à avoir un objectif. On a commencé avec un objectif pas trop gros et on l'a tout dépassé. Et on a fait du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Je crois que la photo représente bien cela parce que c'est comme une plante qui pousse ou est-ce que c'est un peu comme bizarre de pousser. C'est pas dans un jardin ou dans une forêt, ça m'émeut toujours quand je lis ça. Elle pousse sur de l'asphalte. Je trouvais que même si c'est un milieu un peu différent et que l'environnement est différent,
elle a quand même réussi à grandir et à s'améliorer avec ce qu'elle avait. Donc, c'est un peu comme notre coach nous a appris. Je suis très émue. On va en voir une autre. Donc, celle-là ici, c'est la dernière. C'était juste un petit aperçu. Ton tour va venir. Donc, ça, c'est le titre de la photo. Donc, je ne sais pas si tu vois, mais tout autour, c'est toutes des framboises qui ne sont pas bien mûres, bien mangeables. Et en plein milieu, tu vois que, oh, celles-là, elles sont presque déjà prêtes. Moi, dans ma tête, ça me dit, oh, peu importe. Même s'il y a des ados qui sont plus avancés que toi, juste attends, ton tour va venir. Donc, ça, c'est aussi l'impact du coach. Même s'il y a quelqu'un de meilleur que toi dans l'équipe, t'inquiète, tu vas le rattraper, c'est pas grave tout ça. Donc, c'était un petit aperçu de notre belle exposition PhotoVoice. Et si vous souhaitez en voir plus, mais je vous invite très chaleureusement à aller voir l'exposition que l'EUJD a eu la grande générosité de planifier, d'organiser avec ses photos. Vous avez les informations ici. Donc, ça va avoir lieu du 13 au 17 novembre au 66 rue Sainte-Catherine-Est, au 6e étage, dans le cadre de la semaine de la mission universitaire. Donc, je vous invite vraiment à profiter. Vous pourrez voir 12 autres photos avec des textes des jeunes qui seront présentés à cette occasion. J'avais 2 vidéos pour terminer, mais je ne pourrai pas vous les présenter. Mais je vais quand même vous en parler un peu en terminant très rapidement. Donc, évidemment, pour que les coachs soient en mesure de favoriser le développement positif des jeunes, il faut qu'ils soient intentionnels. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils le visent intentionnellement. Il faut qu'ils soient formés pour faire ça. D'où l'importance d'organismes comme Pour 3 points. Donc, c'est 2 vidéos qui racontent un peu le fonctionnement de Pour 3 points. C'est une formation assez approfondie sur une durée d'1 an. Il y a différentes durées proposées. Il y a toutes sortes de formations offertes, mais généralement, c'est sur 1 an. Ça fait 10 ans que Pour 3 points forme des coachs qui vont aller coacher des jeunes en milieu défavorisé, que ce soit dans les écoles ou dans des organismes communautaires. Donc, je vous invite très fortement à aller voir si ça vous intéresse ces vidéos et le site de Pour 3 points. C'est vraiment un organisme exceptionnel dont je suis très fière de collaborer avec eux. Il faut comprendre qu'il y a des milliers de jeunes qui n'ont pas nécessairement les mêmes accès, les mêmes ressources que d'autres. Pour 3 points est venu du constat qu'à travers le sport, à travers le développement du coaching, on peut soutenir la réussite de ces jeunes-là. Aujourd'hui, on célèbre les 10 ans de Pour 3 points, 10 ans pour les jeunes, 10 ans pour les coachs, 10 ans pour la société. L'idée d'y aller pour 3 points, c'est de faire preuve d'audace et d'ambition. C'est de croire au potentiel de tous les jeunes et de se mobiliser ensemble pour accomplir cet idéal-là. Quand je regarde les 10 dernières années, j'ai beaucoup grandi à travers cette expérience-là. Ça a été un cadeau aussi pour moi de voir plein de gens autour de moi grandir puis évoluer à travers l'expérience Pour 3 points. On est encore à la pointe de l'iceberg de tous les accomplissements qu'on peut accomplir. Il y a encore beaucoup de jeunes qui ont besoin de notre accompagnement et je pense qu'on peut continuer à viser loin. Ma conclusion de cette présentation, ce serait de dire que les jeunes issus de milieux défavorisés, j'insiste là-dessus, sont en mesure de se développer positivement. Il faut leur donner accès à des opportunités. Cette opportunité-là, ça peut prendre la forme d'une activité encadrée par des adultes bienveillants qui sont sensibles et qui sont impliqués auprès d'eux.
Et on a pu voir comment ces jeunes-là, aujourd'hui, ils peuvent saisir les opportunités qu'on peut leur offrir. Et mes travaux actuels et futurs vont viser à approfondir encore plus comment on peut s'assurer de leur donner les meilleurs contextes pour leur développement. Si jamais ça vous intéresse, j'ai un article qui vient d'être accepté en français en plus, donc très accessible. Il va être disponible pour tout le monde en libre accès. Je mettrai la référence avec la présentation. Et je tiens à remercier en terminant mes partenaires, donc le CRSH pour le soutien financier, de même que l'IUJD qui a également soutenu ce projet à toutes les étapes. Merci infiniment. Merci à Pour 3 points. Merci à mes collègues, aux jeunes qui ont participé à l'étude, puis aux formidables auxiliaires de recherche qui ont permis de donner vie à ce projet. Je vous invite à nous suivre. Donc, le laboratoire de recherche, tout un village qui s'intéresse aux entourages bienveillants autour des jeunes. On a Facebook, Instagram et un site web. Donc, je m'arrête ici. Merci pour votre attention.